Voyager autrement. Telle est la volonté de plus en plus d'élèves à Genève, qui partent en voyage humanitaire en dehors du cadre scolaire. Peut-être leur avez-vous déjà acheté une part de gâteau lors d'une vente de pâtisserie, ou tout simplement leur avez-vous fait un don pour le projet qu'ils vous ont soigneusement expliqué. Mais vous ont-ils parlé de leur motivation personnelle à prendre part à un tel projet? Pourquoi les voyages d'entraide, plus communément appelés voyages humanitaires, sont-ils aussi populaires auprès des jeunes? Pour comprendre cet engouement, j'ai moi-même pris part à un tel projet. Lausanne. C'est ici que tout a commencé, car c'est ici que se trouvent les bureaux de Nouvelle Planète, l'une des nombreuses ONG présentes sur le marché, et celle que j'ai choisie pour mon séjour au Vietnam. Nouvelle Planète est une association suisse qui organise depuis plus de 30 ans des projets d'entraide dans divers pays du Sud afin d'améliorer le niveau de vie des populations locales. Les voyages d'entraide proposés permettent à des jeunes, des adultes et des seniors de partir à l'étranger pour apporter leur aide aux populations locales sous forme de volontariat. Par groupe, les participants travaillent sur un projet et participent à des actions communautaires. Avant de partir, des réunions de préparation sont organisées. C'est lors de ces réunions que j'ai fait la connaissance des personnes avec qui j'allais partager cette expérience. Du coup, on est des enseignants dans une école primaire et donc il y a très peu de moyens. On a très peu d'enfants qui viennent à l'école parce que les plus pauvres doivent aller travailler. CPSI, ACH, sa nouvelle appellation, a tenté de rester neutre, mais a finalement été happé et entraîné dans ce maras. Depuis, guerre de bonnes nouvelles, l'économie ne s'est pas relevée et pas la même religion, pas la même langue. Anthropologie du rituel de possession de riz au milieu Je m'appelle Louisa, je vais avoir 19 ans tout bientôt et puis je vais rentrer à l'université tout bientôt aussi en relations internationales. Et c'était mon premier voyage humanitaire avec Nouvelle Planète et de manière générale, j'avais jamais fait ce genre de voyage encore. Je voulais partir en voyage humanitaire parce que au moins, je sais pas, c'était une manière différente de passer mes vacances. J'avais vu sur le site de Nouvelle Planète que c'était dans la présentation de ces vidéos de présentation qui dit t'as pas envie de passer tes vacances à rien faire au soleil, rends-toi utile et tout. Et ça j'aimais bien aussi, le fait de me rendre utile, de partir très très loin. Alors là, il y a un tout petit déséquilibre. Il n'y a pas eu de genre. Il y a deux raisons principales qui m'ont poussée à faire ce voyage humanitaire. La première, c'est le fait que je suis étudiante à l'université, donc j'ai beaucoup de vacances durant l'été. Et je me suis dit que ça pouvait être bien pour tout le monde que je mette un peu de ce temps à contribution d'autres personnes. Et la deuxième raison, c'est que depuis plus de 4 ans, je fais du bénévolat dans des camps de vacances avec les enfants. Et cette année, je me suis dit que ça pourrait être bien d'agrandir ce bénévolat et ne plus le faire à l'échelle locale, mais à l'échelle mondiale avec des enfants du Vietnam. Un autre conseil, c'est aussi essayer peut-être de séparer pas tout le groupe. Alors, ce qui m'a poussée à participer à un tel voyage, c'est le projet proposé, c'est-à-dire la construction d'une école au Vietnam. Étant donné que je suis étudiante dans un pays qui offre la possibilité aux étudiants de faire de bonnes études. Et j'ai préféré le Vietnam parce que je me suis dit que peut-être culturellement, j'aurais plus de facilité à m'adapter à une culture asiatique qu'à une culture africaine qui est peut-être plus carrée, plus tranquille, moins bruyante. Je sais pas, je me suis dit que c'était peut-être plus simple pour un premier voyage de partir plus dans un pays asiatique.
nous avons atterri à Ho Chi Minh, la deuxième plus grande ville du Vietnam. Pour la plupart d'entre nous, c'est ici que nous allions passer notre première nuit en Asie, car il était trop tard pour prendre la route en direction du village. Dès les premiers instants, nous avons réalisé que nous étions bien loin de notre mode de vie habituel. Alors le premier jour, on est arrivé à Ho Chi Minh, à l'aéroport d'Ho Chi Minh. On a pris la navette qui nous a amenés à l'hôtel. Dans la navette, on était assez choqués par le nombre de scooters qu'il y avait. Et on se rendait pas, enfin, pour ma part, personnellement, je me rendais pas forcément compte que j'étais arrivé en Asie, vu que c'est un continent que j'avais jamais fait encore. Et j'étais vachement heureux d'être là. Le lendemain, on est parti avec un car à 5 heures de route, je crois, jusqu'au village de Xa Phien. Et dans le car, on était un peu tous contents et tous un peu stressés, un peu de penser à l'accueil qu'on allait recevoir. On savait que c'était pas forcément, ils n'avaient pas forcément l'habitude, les gens de là-bas, de voir des étrangers comme nous, etc. Du coup, personnellement, j'étais un peu, j'appréhendais un petit peu. Après, j'étais quand même assez excité de rencontrer ces personnes-là et de commencer à travailler. La commune de Xa Phien se trouve dans le delta du Mekong, à 228 km d'Ho Chi Minh. Cette commune est la plus pauvre de la région et compte une forte proportion de minorités ethniques khmers. Dans le village 4 de Xa Phien, la construction de salles de classe enfantine semblait être la priorité des villageois. Xa Phien disposait d'un nombre insuffisant de salles de classe. Il est pourtant important pour les enfants de minorités ethniques de se rendre à l'école enfantine pour y apprendre le vietnamien. En effet, la langue nationale obligatoire d'enseignement à l'école primaire est le vietnamien, et un enfant qui ne parle que sa langue ethnique jusqu'à 6 ans rencontrera de sérieux problèmes à l'école primaire. L'école enfantine joue donc un rôle primordial dans l'intégration des enfants de minorités ethniques dans le système scolaire obligatoire. Dès notre arrivée au village, nous avons vite été mis à contribution sur le chantier. Le but était donc de résoudre le manque de classes enfantines, ainsi que d'améliorer les conditions d'éducation et d'enseignement, en construisant 2 salles de classe enfantine et des toilettes. Lorsque nous sommes arrivés sur le chantier, les travaux venaient à peine de commencer. Nous avons donc immédiatement pris part à la construction des fondements de l'école. Chacun de nous devait effectuer une tâche manuelle simple, sur laquelle il était possible de travailler à l'intérieur par temps de pluie. De leur côté, les ouvriers préparaient le terrain et œuvraient sans relâche, peu importe les conditions. Je me rappelle d'avoir été en admiration devant un homme en particulier. Alors que la pluie battait sans répit, il effectuait des allers et retours sur le chantier, portant de lourds bidons de pierre. L'abnégation de ce travailleur a provoqué un déclic chez moi. Je me suis rappelé que j'étais venu au Vietnam pour observer le même quotidien que ces hommes. J'ai donc décidé que je ne pouvais pas me mettre à l'abri dès les premières gouttes de pluie et effectuer uniquement les tâches de moindre effort. Non, j'avais réellement envie de me glisser dans la peau de ces ouvriers et je ne voulais pas me cantonner à un rôle de bon Européen venant apporter une aide inefficace et superficielle.
On a aussi pu remarquer que les conditions de travail des ouvriers, elles étaient assez rudimentaires, un peu comme la vie. Nous, on avait des gants et on travaillait en pantalon long, en basket. Et les ouvriers sur place, les professionnels, ils étaient à pieds nus, sans gants, et ils travaillaient beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement que nous, alors que ce n'était pas forcément des conditions très propices à la construction. Cette question d'efficacité des bénévoles, je me l'étais aussi posée. J'avais donc pris la décision de connaître l'avis du chef de chantier à ce sujet. Trong quá trình thi công thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là do thời tiết. Thời tiết thì do lọt vào mùa mưa cho nên là lượng mưa rất nhiều, cho nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có nhờ sự góp sức của các tập thể tình nguyện viên Thụy Sĩ đã không ngại nắng mưa để giúp công trình đi vào hoạt động để đẩy nhanh tiến độ. Mặc dù nắng mưa nhưng có sự góp sức của các anh em tình nguyện viên thì cũng là một động lực để thúc đẩy công trình sớm hoàn thành để đi vào sử dụng. Bên cạnh đó thì anh em rất là nhiệt tình và hăng hái năng nổ trong công tác xây dựng. Thì tôi đại diện cho bên địa diện thi công cũng rất là hài lòng, vì mặc dù là những công tác mấy anh em không có tay nghề chuyên môn, nhưng mấy anh em vẫn quyết tâm làm hoàn thành công việc được giao. Donc les premiers jours, ils ont été un peu compliqués mentalement, surtout parce que on était un peu sortis de notre zone de confort. On a l'habitude en Suisse, surtout à Genève, d'être dans un bon lit avec nos parents et tout ça, etc. Enfin, dans notre petit cocon, quoi. Et là, on était assez dépaysagés. On a dû installer nous-mêmes des moustiquaires avec des fils. Quand on est arrivé, il a fallu s'adapter à plusieurs éléments comme le climat. Donc on était en juillet là-bas et il faut savoir qu'en juillet c'est la saison des pluies. Il a aussi fait très chaud et très humide, donc il a fallu qu'on s'y fasse à cette température et à ce climat. Moi, j'ai trouvé vraiment dingue à quel point ils vivent tout le temps dans la pollution. Il y avait juste à côté de la maison, là où on faisait la vaisselle en fait accroupie par terre, un espèce de petit fleuve qui servait autant de déchetterie pour tous les déchets, les restes ou les trucs en plastique, les trucs en métal. Autant ça servait aussi de piscine. Et la petite fille de la famille, elle se baignait souvent, puis elle allait dans l'eau. Elle essayait d'apprendre à nager avec un espèce de jerrycan, un petit bidon qui lui servait de bouée. Et puis je lui avais dit mais mets pas l'eau dans la bouche, puis elle avait dit qu'elle savait très bien qu'il fallait pas la mettre. Donc en même temps, ils vivent dans la pollution, puis ils ont l'air de le savoir. Chaque fois qu'on se promenait dans le village, les gens, la population locale nous invitait toujours chez eux pour partager du temps avec eux ou pour boire une noix de coco ou des fruits. Hormis le travail sur le chantier, nous étions également venus découvrir cette culture et ce mode de vie complètement différents de nos habitudes occidentales. Certains d'entre nous ont eu besoin d'un temps d'adaptation durant les premiers jours, mais l'hospitalité des locaux nous a rapidement aidés à prendre nos marques. Nous avons vécu, seuls ou à plusieurs, de beaux moments de partage avec les gens du village. Dès le deuxième jour, Ryan et moi avons été invités par un passant à visiter les temples du village et faire la connaissance des moines. Cette rencontre hors du commun m'a beaucoup marqué parce que j'ai pu me rendre compte à quel point il est facile d'échanger de manière naturelle et vraie avec un peuple qui ne parle pas la même langue. Nous sommes restés là, à échanger des mots, des sourires et des gestes
lors d'un moment suspendu, placé hors du temps. Je me souviendrai longtemps de cette rencontre, comme je me souviendrai longtemps de toutes les autres faites durant ces 3 semaines. Les gens qui vivent là-bas, ils sont vraiment très généreux, ils nous ont vraiment accueillis à bras ouverts. Ils n'ont pas hésité à nous donner vraiment tout ce qu'ils avaient. On était nourris tous les jours comme des rois. Ils se sont vraiment bien occupés de nous. Et on s'attendait un petit peu à ce qu'il y ait une distance. Et au final, ils étaient très complices, très proches de nous. Et on s'est rendu compte qu'ils vivent vraiment, ils ont 2 fois moins que nous et pourtant ils donnent 2 fois plus. Dans ce voyage, ce que j'étais venu chercher aussi, c'était pas mal le contact avec les enfants, enfin les locaux, les villageois. Je voulais voir comment ils se comportaient, comment ils jouaient, comment ils pensaient un peu. Et au final, j'ai remarqué qu'on est tous les mêmes quand on est enfant. On aime tous sortir dehors avec ses amis et jouer au foot. On a pas mal joué au foot avec eux. Ils venaient nous chercher quand on travaillait. Ils venaient nous chercher à 5, 6 et ils nous disaient « Venez, on va jouer au foot ». Enfin, ils nous disaient pas ça, mais ils nous faisaient comprendre qu'ils avaient envie de jouer au foot avec nous, etc. Ce que j'ai retenu en discutant avec la famille, c'est que même si on était super différents, qu'on ne vit pas du tout dans les mêmes endroits, dans les mêmes conditions, c'est qu'au final on avait des sujets de conversation qui étaient plus ou moins les mêmes et des préoccupations qui sont aussi plus ou moins les mêmes. C'est bizarre à dire parce que nous on sait plus ou moins tous les jours qu'on va manger et tout, puis eux pas forcément. Mais je me souviens qu'ils s'inquiétaient quand même tous du bien-être de leur famille, puis nous c'est pareil. Donc sur les choses fondamentales, en fait, c'est bizarre à dire, mais on était quand même hyper similaires. Quand je suis revenue ici, je me suis rendu compte à quel point on a de la chance de vivre dans ce pays et que des fois on se plaint un peu pour rien étant donné qu'eux ils n'avaient pas grand chose et ils arrivaient à être vachement heureux. Ouais. Ce voyage, il m'a vraiment apporté beaucoup et il m'a permis de voir un petit peu le monde différemment. Je me suis rendu compte que souvent on se préoccupait de choses un petit peu dérisoires et c'est quand on part à l'étranger comme ça dans des conditions qu'on se rend compte de la valeur de certaines choses. J'ai appris donc à relativiser un peu plus. Je pensais que les gens ils allaient être comme ça et ils étaient comme je pensais au final, des gens accueillants, chaleureux. En fait c'était plus, même si on n'arrivait pas forcément à communiquer avec la langue, au final on arrivait à se faire comprendre parce que c'était plus un échange entre humains qu'un échange entre étrangers et locaux en fait. C'était plus quelque chose de chaleureux.
fait, moi, ce que je cherchais, c'était aussi pas mal le fait de côtoyer des gens vraiment, des étrangers, enfin des étrangers pour moi. Comprendre comment ils pensaient, comment ils vivaient, etc. et de se mettre dans leurs conditions de vie. Bah, juste comme elle a dit ma sœur, bah, ça fait on se prend un peu une petite baffe et on comprend que dans la vie il y a des choses plus importantes des fois que de se plaindre ou on a la chance quoi, on a de la chance et tout. On a de la chance de vivre dans ce pays, il faut en profiter et en faire profiter les autres tant qu'on peut. Et bah, moi j'en tire du coup le bilan est très positif, avec plein de souvenirs dans la tête aussi. Ce voyage restera certainement gravé dans la tête des participants. Pour ma part, il a peut-être pris une toute autre dimension encore. Comme certains d'entre vous le savent, 2018 n'a pas été une année facile pour moi, et il m'a parfois été difficile de garder la tête haute. Ce voyage ne pouvait pas mieux tomber. Il y a une immense différence entre la théorie qu'on connaît sur les conditions de vie d'un pays tel que le Vietnam et la réalité qu'on doit affronter sur place. J'ai pris beaucoup de claques dans ce pays. Durant les derniers jours, par exemple, les enfants sont venus vers nous pour nous demander d'ajouter à leurs économies l'argent nécessaire pour acheter un ballon de foot. Ils n'ont pas grand-chose, mais vivent heureux les uns avec les autres. Ces enfants m'ont appris à relativiser et me dire que peu importe ce qu'il m'arrive, il y a toujours pire ailleurs. Pour cela, les amis, je vous remercie.